pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 26. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout, vraiment de tout. Ciné, comics, jeux vidéo, séries, mais pas politique cette semaine parce que la semaine dernière, on a donné. Le sujet, pourtant, de cette semaine, c'est de l'actu brûlante. C'est Final Fantasy XV. Et oui, ça nous change de la politique. Et avec moi, comme d'habitude, mon ami Benjamin François. Bonjour Benjamin. Bonjour Daniel, bonjour les auditeurs. Comment tu vas ? Bah écoute, ça va pas trop mal. Maintenant, t'as dit qu'on allait pas parler politique, mais moi dans mes news, je voulais parler politique, donc je vais te faire mentir. Putain, t'es chiant. Bah ouais. Et est-ce que je dois, avant que tu t'embarques dans ton sujet, je pense qu'il faut présenter notre guest d'honneur, notre invité d'honneur. C'est la première fois qu'After Eight accueille un invité qui ne soit pas Stéphane Boulet de Super Ciné Battle. C'est un événement. Il est juste devant moi. On a fait une installation spéciale. C'est Nicolas Verlet, dit Pouillot. Salut à tous, salut à tous les fans de After Eight et salut à toi Daniel. Et bonjour Pouillot, on va te retrouver pour le débat sur FF15 et puis généralement sur Final Fantasy, ce que ça représente pour nous. Mais donc avant, visiblement, Quix a envie de nous parler politique. Alors où en est ton vote, Fillon ou Juppé? Alors bah oui, parce que aujourd'hui c'est le deuxième tour de la primaire alors qu'on enregistre, donc moi je ne sais pas, on ne sait encore pas qui sera le candidat des Républicains. Mais c'est pas de cette politique-là que je voulais parler. Oui, car c'est vrai que je vote toujours en France. Non, je voulais parler de politique US, et oui, parce qu'il y a eu un petit rebondissement. Il y a eu un petit rebondissement il y a quelques jours, quand Jill Stein, la candidate écologiste, a lancé une campagne participative pour financer un recompte des voix dans certains swing states où il y avait un écart très très faible. Alors, il faut savoir que il y a eu des irrégularités, où il y a un faisceau de présomption autour de certaines irrégularités. Il n'y a pas de preuve qu'il y a eu des irrégularités à l'heure actuelle, mais il y a un faisceau de présomption, notamment dans ces États où on utilise des machines à voter, donc potentiellement piratables, malgré les dénégations des officiels qui disent non, elles sont pas piratables. N'importe quel informaticien vous dira qu'il y a toujours un risque et une possibilité. On a aussi vu toutes les tentatives de propagande russe qui ont été plus ou moins établies que oui, il y avait des fausses informations propagées avec le soutien du gouvernement russe. Bref, je ne peux pas te croire. La Russie est innocente. Il y a eu tout un paquet de choses un peu bizarres. Il y a aussi le fait que, par exemple, sur le vote à distance, puisque je le rappelle, aux États-Unis, l'élection, on peut voter par courrier au moins une semaine avant dans certains États pour permettre aux gens qui habitent dans un État éloigné de toujours voter dans l'État dans lequel ils sont inscrits par courrier. Donc avec l'élection à distance en Floride, Clinton était largement en tête pendant très longtemps. Et puis bizarrement sur la fin, non, finalement c'est Trump qui a gagné. Enfin bref, il y a tout un paquet de choses qui sont un peu louches. Et donc Jill Stein a demandé pour vraiment que l'élection soit entièrement transparente et qu'il n'y ait pas de contestation possible, un recompte dans plusieurs États swing states. Et hier, la campagne Clinton est enfin sortie de sa torpeur. Donc ils ont un peu digéré leur défaite et ils se disent tiens, finalement oui, on va soutenir le recomptage. Alors il y a quelqu'un sur Twitter qui m'a interpellé en disant dis donc, Clinton elle avait dit qu'elle accepterait sa défaite, finalement elle revient sur ses paroles. Alors je vais pondérer ceci parce que pour moi c'est pas du tout la même chose. Quand Trump pendant des mois avant l'élection disait que l'élection serait truquée et que de toute façon il se réservait la possibilité de refuser le résultat, c'est quand même pas exactement la même chose avec une demande de recomptage pour justement confirmer le résultat après le scrutin. On est dans une situation où on avait un candidat qui d'un côté niait complètement le caractère démocratique de l'élection et de l'autre un candidat qui finalement se dit il y a quand même des trucs qui sont un peu louches. Et puis, elle a plus de 2 millions de voix d'avance au vote populaire, ce qui ne veut strictement rien dire dans le système électoral américain, mais c'est une situation jamais vue. On est dans une situation où le candidat qui gagne a 2 millions de voix de moins, et ça ne s'est jamais vu. Alors, non, je t'arrête. Je crois que ça s'est déjà vu. Je crois que c'était pas pour le cas pour John Kerry? Ça ne s'est jamais vu avec 2 millions de voix. Avec John Kerry, c'était beaucoup moins.
Oui, c'était Beaucoup, 200 beaucoup 000 moins. ou 500 000, ouais, mais bon. Mais, ouais, bon, bah, 2 millions, quoi. Bah 2 millions c'est pas rien, hein. On est à plus d'1% d'écart maintenant, donc c'est quand même quelque chose qui est significatif. Et dans les swing states où ça s'est joué des fois à 10 000 voix, parce que le système américain est tel que si t'as 10 000 voix d'avance ou 50 millions de voix d'avance, bah tu remportes tout, quoi qu'il arrive, ça change rien. Eh ben ça peut jouer. Donc voilà, c'est le recomptage. On n'en a toujours pas terminé avec cette élection. De toute façon, tant que le collège électoral n'aura pas rendu son verdict, ça sera pas fini. Donc affaire en cours. Et en même temps, c'est les règles du jeu, hein, chez eux. C'est les règles du jeu. C'est Le comme ça, recomptage est quelque ouais. chose qui est complètement qui fait partie des règles. L'équipe Trump a aussi le droit de s'opposer au recomptage. Hein. Ils peuvent porter ça devant les tribunaux s'ils veulent. Bref, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est comme au foot américain, t'as le droit à un petit veto. Bah écoute, moi, cette semaine a été, bah évidemment, émaillée par Final Fantasy. Au bout d'un moment, j'en pouvais plus, c'est entre le rush de la sortie et tout ça. Mais je me suis fait quand même, juste avant, je suis allé à Londres. Et bon, ils sont en plein post-Brexit, donc c'est une ambiance très très particulière pour eux. Mais il y avait de chouettes expos à faire et du coup, ouais, je me suis fait vraiment un week-end de genre, j'ai pris l'air, quoi. Et je sens quand même que quelque chose a changé dans le pays. Enfin, en tout cas à Londres, parce que c'est vraiment à Londres. C'est une situation un peu analogue de ce qui s'est passé aux États-Unis, quoi. Le vote new-yorkais n'est pas le même que le vote américain dans son ensemble. Et puis je suis rentré en France, et là je me suis dit, c'est un projet qui me trotte dans la tête. J'ai envie peut-être de lancer une chaîne YouTube. C'est un truc c'est une petite marotte, et j'ai vraiment des idées pour ça. Tu veux devenir YouTuber? Peut-être, mais en tout cas, j'ai des projets j'ai un projet comme ça. Mais le seul problème, c'est que je me rends compte de la difficulté, l'infrastructure, tu vois. Un podcast, c'est beaucoup plus facile à faire. Évidemment, parce qu'on filme pas ce qu'on fait. On n'est pas, c'est pas comme Henri Michel qui filme ses Et trucs j'ai à envie lui. de dire, heureusement qu'on filme pas ce qu'on fait, vu que t'es à poil la moitié du temps. Non, là, je suis totalement habillé, mais en même temps, on a un invité Oui, mais d'honneur. d'habitude. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que j'arriverais pas à faire ça tout seul. C'est-à-dire, je parle pas que du montage ou de la prise de vue, mais ne serait-ce que la réalisation, c'est vraiment un truc en tandem, et je le sens parce que tous les youtubeurs, qui ont du talent, et je parle pas simplement de qualité, mais genre vraiment qui sentent le truc, ils sont toujours accompagnés, et je comprends pourquoi. C'est parce que même une blogueuse mode, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne les photos pour que ça soit bien, et si t'as pas quelqu'un pour faire ça, être ton propre juge, être ton propre critique, et j'ai pas du tout je ressens pas du tout ça. Et du coup, je suis en train de me réfléchir à comment faire. Est-ce que il faut que j'engage quelqu'un? Est-ce que il faut que je trouve la perle rare? Et évidemment, tous mes potes qui savent faire ça sont extrêmement bookés. Donc voilà, c'est un petit projet que j'ai en tête, et j'y réfléchis, et c'est pas forcé que je le fasse, c'est pas forcé que je le fasse maintenant, mais voilà, c'est dans un Et coin de tu ma sais tête. déjà de quoi ça parlerait? Ça parle de tout ce que évidemment pas de Trump. Mais ouais, j'ai des sujets, des idées qui reviennent, de tout ce que je pourrais pas faire par exemple avec toi, c'est-à-dire genre tout d'un coup un sujet qui me taraude, et qui tout d'un coup un truc, tu sais que je suis un peu un caractère obsessionnel, et qui je pense serait pas mal en vidéo, parce que j'ai vu une vidéo que t'as faite. Dès que tu mets de l'image et que tu appuies ton propos en montrant des exemples concrets, ça devient tout de suite une autre forme de démonstration, et j'ai bien envie de tenter ça en fait. Et donc j'y réfléchis, et j'ai quelques sujets en tête, et pas seulement le top des meilleurs matins, ou des meilleurs tu vois, où comment disent déjà les blogueurs, ma routine morning, tu vois, c'est pas que ça. J'ai quelques idées en tête. Mais ce serait quelque chose où tu te mettrais en scène, ou tu l'illustrerais ton propos ouais, de fait. D'accord. Soit mis en scène de personne, soit en scène audio. Je suis quand même assez genre ouvert d'esprit pour toutes les formes. Ça dépend vraiment du projet que j'ai envie d'amener. Mais tu sais, je regardais mes rushs et je me disais, alors c'est bien que j'ai quelqu'un, mais si j'ai pas cette personne, si j'ai pas une personne là pour m'assister, ça va me durer des heures, et ça va être vraiment très 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 pénible. Voilà, donc voilà, c'est un petit projet qui m'obsède. Voilà, D'accord. comme tous les trucs. Et comme pour l'élection américaine, affaire à suivre. Voilà.
Oui, heureusement que je fais des trucs plus légers comme news, hein, tu vois, je suis en train de... Allez, on passe au sujet du jour avec notre invité, on parle de Final Fantasy XV. Non, c'est de ce côté qu'il faut regarder. Oye, sa papaya. Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi? Casse-toi, sale gominé. Final Fantasy XV, c'est le grand retour, ça fait 10 ans qu'on l'attendait, enfin pas sous ce nom-là, il s'appelait Versus 13, et puis un jour ils ont annoncé qu'il s'appellerait 15 finalement, et on a vu ce développement infernal se dérouler sous nos yeux, et puis un jour on n'y croyait plus, il a été encore retardé, et puis en fait, et au bout d'un moment, ça y est, le jeu est arrivé, et à l'heure où on enregistre, on a fini le jeu tous les deux avec Puyo. Et il faut que je le dise, d'abord, Puyo, c'est mon camarade avec qui on enregistre Gaijin Dash, et on a déjà eu un débat dans Gaijin Dash spécial où on a parlé de Final Fantasy XV. Et là... Mais vous avez gardé la hate pour After Eight, peut-être? Peut-être, je ne sais pas. Même pas, mais je pense que comme Daniel l'avait pas encore fini, il avait pas pris toute la mesure du trauma. En fait, là, j'ai l'impression d'en parler, je sais pas, ça doit faire la 3e heure qu'on en parle de façon enregistrée, que ce soit dans l'émission Gamecult ou dans Gaijin Dash et maintenant dans After Eight. Et j'ai l'impression que ça agit comme une forme de thérapie, en fait, qu'on essaie un petit peu de se convaincre que ce qu'on a vu n'était pas réel, voilà, que le trauma peut être vaincu, je ne sais pas. Enfin, et alors, c'est un exercice cathartique. Possible. Je vais présenter Puyo à nos auditeurs. Puyo, c'est le rédacteur en chef adjoint de Gamecult. C'est un de mes meilleurs amis et tu es spécialiste des RPG, tu es aussi des jeux de foot, hein. Faut bien oui, ça va, c'est assez hétérogène, hein. Ça va de FIFA à Final Fantasy, effectivement, c'est pas si éloigné que ça. T'as un peu de skill à Street, il paraît. Ouais, enfin, dans ma jeunesse, maintenant, c'est perdu, tout ça, mais oui, enfin voilà, Final Fantasy, comme Dragon Quest, comme Persona, c'est des séries que j'aime suivre, et c'est vrai que Final Fantasy XV, enfin voilà, j'étais comme un dingue à l'attendre, c'est vrai que quand on m'a dit ça y est, il arrive, je faisais F5 sur la boîte mail en espérant que le code apparaisse. Et puis j'ai joué pendant 2 jours et demi, et j'étais mitraillé de SMS. Oui, c'est vrai. C'est vrai que là, je crois que j'avais le commentaire audio par SMS du jeu. Exactement. Ouais, parce que comme on était sous embargo, il fallait quand même que je puisse exprimer tout ça à quelqu'un, et surtout à quelqu'un qui connaît, qui sait exactement, qui sait lire le sous-texte. Et c'est vrai que Daniel était parfait pour ça, et je pense que quand il a pu expérimenter lui aussi Final Fantasy XV, eh bien nos points de vue se sont rejoints. Est-ce que t'as pas peur de l'avoir influencé un petit peu? Alors justement. Alors c'est ce qu'on se demande, parce que tu sais quoi, je suis peut-être pas nuancé, c'est pas le propos, parce que Puyo est quelqu'un de très très nuancé en fait. Mais disons que j'ai un truc, et ça c'est très personnel, c'est que quand il y a un truc un peu nul, j'essaye de comprendre et de voir de ce petit détail et d'essayer de l'apprécier à sa juste valeur. Et par exemple, même les phrases un peu ridicules que balancent les héros, tout d'un coup, ça va devenir un truc qui m'obsède. Et par exemple, s'il devait rester quelque chose pour moi de FF15, c'est le jeu avec les meilleures mini-quêtes de tous les temps. Et c'est faux. Tu sais que les mini-quêtes, par exemple, c'est toujours des trucs un peu cons. Dans Yakuza, c'est va chercher la bague que tu donnes au Yakuza qui se trouve dans le vendeur de ramen, tu vois, c'est toujours des trucs ridicules. Là, je te jure que c'est vrai, t'es en train de faire une quête, t'es en train d'essayer de sauver ton pays, et puis en fait, tout d'un coup, il y a le mec qui te dit, il y a le camion des flageolets qui est coincé sur la route, il faut aller sauver le camion des flageolets, et je te jure que c'est vrai, il y a ça dans ce jeu, et en plus, comme c'est doublé en français, les mecs te le disent, et c'est incroyable qu'un mec tout d'un coup te dise, il faut aller chercher le camion de flageolets dans un jeu triple A japonais, ça m'a sidéré, je me suis fendu une côte de rire. Alors moi je vais faire un peu monsieur loyal dans l'affaire, vu que tu es modérateur, je n'ai pas joué au jeu, voilà, et deux, bon, Final Fantasy n'est pas forcément une série dont je suis ultra fan, mais j'ai vu la vidéo de Conan O'Brien sur le jeu et je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite. Je voudrais avoir votre avis. Alors les gars, c'est de la merde? Alors, il l'appelle le Final Fantasy pour les anciens fans et pour les nouveaux venus. Je pense que c'est vraiment un jeu qui ne pourra parler qu'aux anciens fans, parce qu'effectivement, quand tu te mets dans la posture ou la position d'un nouveau venu, je pense que Conan O'Brien avait quand même sans doute déjà vu Final Fantasy quelque part. Ouais, mais je sais pas s'il avait joué à un autre Final Fantasy en fait. Il doit connaître le nom, mais je sais pas s'il avait joué à un autre jeu.
C'est possible. En tout cas, c'est vrai que tous les soucis de cohérence qui peuvent sauter aux yeux et que tu peux atténuer quand t'es fan, quand tu sais ce que c'est qu'un chocobo, quand tu sais ce que c'est que des quêtes annexes un petit peu fumées, c'est vrai que quand tu le prends... dans lequel on s'endort la nuit et qui sort de nulle part. C'est vrai que quand tu le prends au premier degré, comme la promesse qu'il est, c'est-à-dire un open world un peu à la GTA, marié à Final Fantasy, et que tu sors, toi, de GTA, de tous ces genres de jeux qui se veulent un petit peu authentiques, un petit peu néanmoins parodiques, et que tu arrives devant ça, où la préoccupation des héros c'est d'aller voir si la robe de Vivienne Westwood est particulièrement bien saillante, bah ouais, tu te poses la question de comprendre la cohérence et dans quoi tu mets les pieds. Et en fait, le problème de Final Fantasy XV, c'est que moi je l'apparente quand même à une descente aux enfers, c'est-à-dire que toute la promesse qui était celle du monde ouvert, finalement on te la retire. Toute la promesse de l'intrigue qu'on t'a bâtie avec, je sais pas si t'avais entendu parler de tous les projets Media Mix tout autour, que ce soit Kingslave, Brotherhood, le dessin animé, bref, tout ce qui gravite autour, qui fondait un scénario, et ben tout ça aussi, ça part en fumée. Et en fait, tout le jeu qu'on t'a survendu pendant, allez, on va dire 4 ans maintenant, 3 ans, et ben tout ça, malheureusement, c'est piétiné parce qu'il a fallu le boucler, il a fallu le sortir, parce qu'on est en novembre 2016, que ça fait 10 ans que le jeu a été annoncé, 10 ans et demi, et qu'à un moment, ils ont plus eu le choix, quoi. C'est dur. Ouais, non mais... C'est des mots très durs. Vas-y, Daniel, nuance. Non, écoute, il a raison. En plus, il parle de promesses non tenues d'open world. Là, j'y rejouais là en ce moment, juste avant qu'il arrive, en me disant, bah écoute, je vais traverser la forêt en chocobo pour atteindre un autre point, et c'est pas possible parce qu'il y a quand même des murs, il y a des barrières. Tout d'un coup, il y a des barrières autour des forêts. Tu comprends pas pourquoi. Si tu comprends, c'est pour essayer de contrôler le monde et pas te faire aller n'importe où parce que tout n'est pas prévu pour ça. Et du coup, il y a même de la frustration dans l'exploration en fait, parce que à la fin t'as une voiture volante et la voiture volante tu peux pas l'utiliser pour aller n'importe où. La voiture elle est relativement lente, mais elle engendre du loading entre toutes les séquences. C'est un peu laborieux en fait. C'est de l'exploration un peu laborieuse et il faut vraiment s'acharner. Mais il y a des moments où bah quand tu quittes la voiture et tout d'un coup tu te rentres dans la forêt et tout d'un coup tu affrontes des monstres dans une forêt, ça devient vraiment chouette. Le système de combat, c'est pas le meilleur système de combat de Final Fantasy, loin de là, mais ça reste très efficace. Je trouve que il y avait toujours, quand on était petit, on se disait quand est-ce qu'ils vont passer à l'action Final Fantasy. Bah là, ça y est, ils ont essayé de se lancer dans un jeu d'action. C'est une offre, c'est pas ma préférée, mais je préfère ça à Kingdom Hearts. Non mais moi je trouve ça très efficace. Pour moi le système c'est vraiment la réussite du jeu, c'est-à-dire que cette espèce de délire action RPG où voilà, quand tu combats vraiment directement, tu n'as pas de commande à rentrer, t'as juste 2 boutons à laisser appuyer, ça paraît con comme ça, t'as un bouton pour attaquer, un bouton pour parer, mais c'est très instinctif. En plus c'est très punchy, très dynamique. Moi j'adore ça, j'aime que quand tu frappes, bah je suis un apôtre de Dynasty Warriors, donc voilà, j'aime que quand tu frappes, tu sentes la douleur, et effectivement là tout ce qui est parade contre, ça marche extrêmement bien. C'est facile, c'est super facile. C'est facile, mais en même temps il y a de la finesse, il y a les attaques Eclipse qui te permettent de viser un point pour te suspendre avec ton épée et pouvoir repartir, refoncer sur le mob ennemi. Vraiment, il y a rien à dire. De toute façon, je pense que ce jeu a été fait pour les 12 premières heures. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont un benchmark de leur document de game design qui dit que de toute façon, vous cassez pas le cul, les mecs aujourd'hui ne finissent pas leur jeu et ne vont pas au-delà de la 12e heure, en tout cas 75% des gens. Et donc, si vous leur donnez un petit bout d'open world qu'ils vont kiffer avec des petites quêtes annexes ici par là et des boss spectaculaires, et ben ils auront leur compte. Le problème, c'est que quand on passe cette zone, le point de non-retour, ce que j'ai longtemps appelé le point de non-retour dans mes SMS, dès que tu prends le bateau, en fait, et le fameux bateau, ouais. Et bien là, tu as l'autre visage, et le problème, c'est que cet autre visage, tu ne peux pas le voir, quoi. C'est double face, ce jeu, c'est double face. Là, je finis le test actuellement pour Gamecube, et la punchline d'ici à ce qu'on qui sera publié je mettrai le lien jusqu'à avant la diffusion d'After Eight, où même c'était la punchline de l'émission, on rigolait avec les autres, on disait c'est le Frankenstein du RPG japonais, au sens où c'est un truc fait de briques et de broc, du bricolage, qui fonctionne donc, parce que voilà, c'est impressionnant, Frankenstein c'est impressionnant, que t'as envie de le serrer dans tes bras parce que c'est une bête meurtrie, et en même temps tu sais que bah voilà, ça rien ne fait sens au final. T'as des cicatrices de partout, t'as des boulons, ils ont essayé de le reconstituer, mais suivant ton degré de tolérance, tu pourras au mieux
au mieux trouver ça surfait, au pire te dire mais qu'est-ce qu'ils ont fait de Final Fantasy. Il y a des moments où vraiment, parce que on s'embarque vraiment au bout de ces 15 heures là dans une espèce de couloir narratif. C'est un couloir narratif qui ne fait aucun sens. C'est très très mal écrit. Les personnages sont parachutés. T'as des personnages qui disparaissent, des personnages qui sont centraux, des personnages qu'on t'a présenté dans un prologue en image de synthèse qui s'appelle Kingslave, qui est vraiment, moi ça m'a fait kiffer, ça m'a revendu le jeu. Il est indispensable ce prologue pour comprendre l'histoire ou on ouais, peut s'en passer? Clairement. Ouais. Je pense que c'est nécessaire parce que de toute façon, le père, tu ne le vois pas. Le père, tu ne le vois pas dans le jeu. À tel point que le premier patch qu'ils ont sorti, le patch 1.1 avant la sortie du jeu, a été fait notamment pour intégrer des bribes de Kingslave, des micro-séquences. Des micro-séquences, voilà, un effet de flashback un petit peu rafistolage, quoi. Rafistolé. Pour voilà, essayer de te repréciser le contexte. Le problème, c'est que comme tu n'as pas les voix digitalisées parce que ce sont des acteurs connus, populaires, qui n'ont signé que pour apparaître dans Kingslave, et donc sinon il fallait payer sans doute d'autres droits, eh bien c'est des séquences muettes qui servent vraiment juste d'illustration et qu'on te balance comme ça un petit peu l'emporte-pièce. Ce qui fait que tu peux avoir du mal à situer si tu n'as pas suivi le développement de Final Fantasy ou si tu l'as suivi d'un œil distrait. Mais à quel moment est-ce qu'ils se sont dit que c'était une bonne idée de rendre le film indispensable pour comprendre l'histoire? Moi, commercialement, ça me paraît vraiment, mais vraiment super tendu. Alors, c'est pas que tu peux pas comprendre l'histoire, c'est que ça te donnera des éléments pour resituer le contexte, parce que il y a beaucoup d'ellipses, il y a une ellipse qui se passe en deux secondes, c'est genre, le mec, sinon c'est assez ridicule en fait. Si tu n'as pas vu ce qui se passe dans le film, la manière dont les personnages découvrent ce qui s'est passé dans le film est absolument ridicule. On essaie de spoiler le moins possible pour nos auditeurs. Ouais. Mais oui, si tu vois le film tout d'un coup, tu comprends mieux ce qui se passe, et à tel point que je comprenais pas. J'avais joué aux premières démos sans voir le film, et je me disais mais qu'est-ce qui arrive là? Et malgré ça, ils ont essayé de construire un univers hyper cohérent avec une trame politique dans Kingslave, quand même, des échanges entre un empire, expansionniste face à l'empire donc du héros qui est celui de se barder derrière sa protection magique et d'éviter l'invasion. Et à un moment, il y a un traité de paix qui, on va dire, ne se signe pas. Pour ne pas trop spoiler. Ah, c'est le film. Là. Voilà, c'est le film. Mais du coup, tu as un retentissement dans l'intrigue et tout ça est balayé, vraiment balayé dans le jeu, c'est-à-dire que... Parce que l'Empire, on va pas trop le voir. L'Empire, tu ne sais même plus ce qui devient à partir d'un certain moment. Enfin, tu n'as plus qu'un seul antagoniste, et tout le reste est bazardé. Tu ne sais pas ce que les personnages deviennent, mais les personnages, c'est comme si, je sais pas, dans Final Fantasy VII, pour prendre un exemple connu, c'est comme si on disait, tu vois, Rouge 13, par exemple, Red 13, bah finalement non, il n'existe plus. Il est parti manger de la pâté pour chat. Voilà. Il est parti manger des flageolets. Ou même Tifa, pour reprendre un autre personnage féminin, parce qu'il y a évidemment des personnages féminins, bah voilà, elle disparaît. Ouais, on ne saura jamais ce qu'il va dire. Il y a des grosses ellipses, et par contre, ça pourrait être presque te plaire, Benjamin, c'est que le méchant a des petits relents de Joker, il est là pour hanter et troller il troll les gentils. Mais tout le temps, et il arrive, il se téléporte aux endroits, et ses actions sont proprement incohérentes. C'est le putain de chancelier du royaume envahisseur. Pourquoi tu lui mets pas une balle dans la tête quand il vient se foutre de ta gueule à la plage, tu vois? Enfin, il y a des moments, je veux bien que Final Fantasy soit une série incohérente, et c'est normal, c'est de la fantasy, mais tu es aussi dans un Final Fantasy qui a une volonté d'authenticité que n'avaient pas les autres, tu vois, tu te balades en caisse, t'es dans l'Arizona, t'as des cactus, t'as des stations-service, ok. Alors dans ce cas-là, pourquoi un chancelier vraiment très méchant apparaît, et pourquoi il ne se passe rien? Et pourquoi quand il te prend une voiture? Pourquoi quand il te kidnappe, il va dire non, je te kidnappe pas. Je te kidnappe pas finalement, mais chope ta voiture, et toi tu vas avoir une mission qui consiste à aller la récupérer, tu vois. Et c'est le début des incohérences, parce que ça, c'est rien, c'est peanuts par rapport à tout ce qui va se passer dans le rush final. Ouais, on peut pas spoiler la fin, mais la fin est absurde. Bon, alors moi, j'ai des questions. En tant que gars qui n'a pas forcément beaucoup suivi l'actu Final Fantasy, parce que c'est pas une série dont je suis ultra fan, mais moi, l'impression que j'avais du jeu, c'est qu'il y avait ce côté road trip entre bros qui était vachement mis en avant. Ça fonctionne. Ouais. Mais là, j'entends parler d'une histoire d'empire, de chancelier, de guerre, ce qui est un aspect du jeu qui n'avait pas, enfin, je trouve, hein, de mon point de vue de gars qui n'a pas forcément suivi le truc de très près, qui n'était pas du tout mis en avant, en fait. Le côté broforce, camaraderie, tout le bordel, à mort, mais pas ce côté super sérieux, super premier degré. Est-ce que le problème du jeu, c'est pas justement de vachement trop se prendre au sérieux, alors que
alors que les prémices avec Vivienne Westwood semblent un peu débilou, quoi. Bah, c'est vrai, en fait. Le truc, c'est que il y a une espèce de débilité gentille, tu vois, dans Final Fantasy. C'est le fait que tu fasses des quêtes débiles et en même temps que tu serves une espèce de grande quête globale. Et ça fait partie du genre, ça fait partie de n'importe quel... Ça fait partie de Witcher, le fait que t'ailles... Mais là, tout d'un coup, t'es là pour sauver un royaume et tout d'un coup, t'as une nana qui te dit « Ah, prince, vous êtes là. Allez me chercher 5 grenouilles rouges. » Je te jure que c'est une quête comme ça du jeu. Oh merde. Mais et c'est une espèce de débilité euphorique, tu vois. Ça passe. Le problème, c'est que oui, c'est vrai qu'à un moment, les Final Fantasy ont besoin de faire un méchant, une espèce de... qui est un antagoniste, quelque chose de un peu plus grandiloquent. Et ça c'est juste je pense qu'ils l'ont foiré dans celui-là, en fait. Alors regarde, un jeu comme Final Fantasy XII avait un contexte politique vachement développé, mais toi tu évoluais en parallèle et finalement tu ne l'avais que par cutscene interposée et tu avais l'impression de ne pas être complètement acteur. Tu étais spectateur de la situation politique du jeu. Alors je dis pas que tous les Final Fantasy doivent avoir un contexte politique, mais quand on l'impose dans un film en image de synthèse, tu aurais bien aimé le pouvoir le retrouver, et surtout que ça a un sens une fois que tu arrives, une fois que tu progresses dans l'aventure. Là, ok, le trip romance fonctionne, mais t'as quand même besoin d'un motif, t'as quand même besoin d'une motivation, d'un semblant d'intrigue générale pour te sentir impliqué dans ce que tu fais. Si à partir d'un moment où tout ce que tu fais n'a pas de sens, eh ben tu te demandes à quoi bon poursuivre, même tout Final Fantasy qu'il est. Bah du coup ça devient un jeu un peu à la Assassin's Creed ou Watch Dogs, enfin les jeux Ubi, c'est-à-dire tu fais le jeu presque en te foutant de la quête centrale et t'es là pour collectionner les cocardes ou ou tu vois, ou les codex, enfin tu vois, c'est genre ça devient des quêtes un peu OSEF comme on dit. Et si tu veux, pour rebondir là-dessus, en ce moment je suis en train de jouer à Skyrim et ce qui me fait réagir, c'est que j'ai l'impression que c'est un jeu qui est complètement à l'opposé en fait de FF15, parce que dans Skyrim au final, tu parlais tout à l'heure de murs invisibles, mais dans Skyrim il y en a pas, tu peux aller où tu veux, faire ce que tu veux. Et à l'inverse, c'est le système de combat qui est pas très intéressant, là où dans Final Fantasy XV, c'est peut-être le truc qui sauve un peu le jeu, si j'ai bien compris. Le combat et les personnages finalement, ils sont assez attachants. Une fois encore, c'est pas vraiment, enfin la linéarité, c'est un faux problème. Le fait que le jeu soit court, qu'il soit linéaire sur la fin, c'est pas le problème majeur du jeu. Au contraire, écrire un jeu, hein, il fallait recentrer l'intrigue pour lui donner un peu plus d'envergure. C'est un choix que je comprends complètement de la part de l'équipe de développement. Le problème, c'est la manière dont c'est amené, la manière dont tu parles de la 12e heure, là. Ouais. 12, 15, ça dépend des gens. Parce que, tu vois, un jeu comme Final Fantasy XIII qui a été extrêmement critiqué parce qu'il avait une aventure en couloir, puis une espèce de grande zone ouverte, finalement, tu peux dire que Final Fantasy XV, c'est l'inverse. Mais, au moins, c'était relativement bien écrit. Il y avait un projet. Là, le truc, c'est que tu as l'impression que tout se délite et qu'on a mis des chutes de l'ancien Versus 13. Tu vois, t'as un décor qui est repris tel quel par rapport, quand des images de Versus 13 ont été diffusées dans la presse à l'époque, oui, c'est des éléments que tu vas retrouver aujourd'hui dans Final Fantasy XV, et t'as l'impression que ça, ils ont été obligés comme un puzzle, de l'assembler pour pas jeter le travail des artistes qui ont bossé dessus, mais du coup, quand ils l'assemblent, ça ne fait plus de sens, et surtout l'intrigue... C'est que t'as perdu ton enthousiasme, en fait. Et la fin, tu l'accueilles sans enthousiasme, et même avec un peu de haine, je dirais, dans ton cas, puisque t'aurais vu les SMS, ce fameux... live tweet de SMS qui va... Parce que oui, il faut le dire qu'à l'heure où nous enregistrons, on est lié par un NDA, on n'a pas le droit de diffuser notre avis parce qu'on a signé un papier. Mais à l'heure où nous diffuserons, tous les articles seront publiés à lundi 4h et on se demande quelle va être la réponse globale, qui sera allé assez loin dans le jeu, qui aura toléré cette histoire un peu farfelue, quoi. Après, le jeu est disponible dans les magasins spécialisés depuis quelques jours, depuis 4 à 5 jours avant la sortie officielle, étant donné que le jeu dure, on va dire, 22 heures en ligne droite. Beaucoup l'ont fini déjà pendant le week-end, et quand même les premières impressions qui ressortent, alors peut-être que c'est le miroir des formes en Twitter, mais tous ceux que je vois me disent cette histoire n'a aucun sens, ce jeu n'a aucun sens. Ouais. Voilà. Et est-ce que genre si on avait à boucler ce passage FF15, est-ce que tu le recommanderais, et est-ce que tu le recommanderais à quelqu'un qui à quel public, voilà. Ouais, à quel public. C'est ça tout le dilemme, c'est que on en parlait avec Daniel, c'est que je ne me serais jamais vu ne pas jouer à Final Fantasy XV, parce que bon, alors évidemment c'est des formations professionnelles, mais même sans ça, je suis un fan de la série, je l'ai attendu de pied ferme, je te dis, j'étais à faire F5, et pour moi
voilà, c'était indispensable. C'est indispensable déjà pour pouvoir en discuter. C'est un objet fascinant. C'est un objet fascinant de voir un jeu qui fonctionne par moment, toute l'aspect bromance est vraiment réussi, alors que les mecs ont des gueules de boys band Worlds Apart avec des petits gilets en cuir. Et ça, à la base, tu te dis, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Et ça marche très bien. Ça marche chez le public féminin aussi, chez le public masculin. Non, vraiment, il y en a vraiment, genre, moi, j'aurais eu envie de continuer l'histoire. Parce qu'ils passent leur temps à s'invectiver, parce que les dialogues entre eux sont relativement bien écrits, parce que t'as quand même des séquences assez poignantes et des moments. Qu'est-ce qui aurait pu fonctionner, en fait? C'est-à-dire qu'ils oublient complètement le coup de l'Empire et puis qu'ils continuent sur leur route et que t'aies plus de missions, missions en bord de route et que ça ressemble un peu au Magicien d'Oz, quoi. Ben déjà, ouais, peut-être, effectivement, peut-être au lieu de tenter absolument le pari du monde ouvert, de fonctionner par région, avec quand même de l'ouverture, et surtout ne pas éjecter des personnages avec qui tu fais un bout de chemin en plus. C'est des vrais personnages secondaires. C'est pas des personnages d'emprunt comme dans un Dragon Quest où tu vas te façonner un berserker et tu vas l'intégrer dans ton équipe, tu vois. C'est vraiment des mecs avec qui tu as fait une à 2 heures de jeu, et le script les oublie. Ils sont éjectés. Et ouais, il y a des personnages qui auraient l'air assez intéressants. En fait, par exemple, si tu veux, c'est sans spoiler, alors c'est juste pour te dire une des problématiques. Tu vois la scène où, tu sais, il y a toujours une scène où les méchants sont tous réunis, Benjamin. Genre, les méchants dans leur base. Je crois qu'il y a qu'une seule scène où tu vois tous les méchants ensemble. Une seule, quoi. Et tu peux pas développer des personnages là-dessus. Tu sens des manques et tu te dis, d'abord ils sont ensemble et tu te dis, et ensuite ils viennent dans ton camp et tu comprends pas la logique même des personnages, en fait. Il aurait fallu avoir qui fasse une espèce d'organigramme pour dire, lui il doit faire ça et lui son objectif c'est ça. Mais tu peux même pas faire de twist sur une histoire comme ça, en fait. Mais tu vois, Final Fantasy XII, un peu plus action, les donjons fonctionnent très bien, moi je trouve. Tous les donjons, alors il y en a qui sont à se flinguer comme les égouts parce que le level design il est fait pour vraiment être labyrinthique, mais ça fonctionne. Franchement, les meilleurs passages du jeu, c'est ça pour moi. C'est les donjons. Quand t'arpentes la montagne, quand tu vas dans la forêt, machin, tout ça c'est... Le volcan est bif bof, mais ça reste quand même escalader un volcan, quoi. Voilà, ça reste quand même un mini objectif qui fonctionne plus que de chasser les grenouilles rouges ou jaunes, tu vois. Et ça aurait pu fonctionner, une structure comme ça. Mais malheureusement, non. Là, je suis désolé, mais à titre perso, je le recommanderais, mais vraiment pas aux fans, parce que les fans c'est pas ça. Si, moi je le recommanderais qu'aux fans. Moi c'est pas que les fans. Je pense que les gens qui s'intéressent aux jeux de rôle et aux RPG et plus généralement à la structure des jeux vidéo devraient le faire pour comprendre ce qui se passe, parce que moi en fait le moment où un jeu bascule dans complètement autre chose, ou que le twist fait que tout d'un coup ça va à l'eau, ça m'intéresse en tant que critique, quoi, vraiment. Et je pense que si tu veux faire ton esprit critique, c'est comme les gens qui me demandent est-ce que je devrais aller voir cette comédie nulle, je leur dis, si tu me demandes mon avis en tant que qualité de film, je dirais non, mais si tu veux, mais il y aura peut-être quelque chose qui va te parler et qui va faire de toi ton œil aguerri. Ouais. Tu vas devenir un peu plus connaisseur des comédies françaises. Du coup, Daniel, tu le recommanderais à quelqu'un qui s'intéresse à l'analyse du jeu vidéo plutôt qu'au jeu lui-même? Ouais, clairement. Ouais, c'est vraiment un grand jeu malade, quoi. Il y a des grands films malades que tu vas voir un petit peu c'est le titre de mon article, semblant de perversité. Grand jeu malade, voilà, ouais. Si tu veux savoir. Mais là, ouais, effectivement, c'est un grand jeu malade au sens où tu te demandes comment, après 10 ans, c'est ça le problème, c'est que même s'il a pas été en développement pendant 10 ans sous cette forme-là, il y a toujours cette espèce de critère objectif qui te fait dire mais qu'est-ce qu'ils ont fait, et effectivement ils ont été pressés par le temps, ça paraît ouf à dire, mais pressés par le temps, et il a fallu... ils auraient peut-être pu encore le retarder, hein, parce que de toute façon, quand un développement s'éternise comme ça, t'as toujours les mauvais côtés, voilà, avec des nouveaux éléments qui se rajoutent, avec des gens qui partent, évidemment ça n'aide pas forcément, en fait. C'est clair. Écoute, bon, maintenant on a bien parlé de FF15. J'espère quand même que vous allez quand même y jouer, parce qu'il y a vraiment des chouettes moments. C'est un objet curieux. Il y a des chouettes moments. Moi, je vais te décevoir, Daniel, mais je pense que j'y jouerai pas. Hein. Ouais, mais je te connais. Et donc, on va parler de FF juste pour mieux situer la personnalité de notre invité, et puis parler un peu de FF. On va parler de FF en général. Puyo,
quel est ton, vu que ça tu le sais Benjamin, tous les systèmes de Final Fantasy sont toujours différents, ça tu es au courant. C'est toujours un univers, c'est toujours j'en ai quand même, voilà, j'ai quand même essayé de jouer à quelques-uns hein, avant de décider que c'était pas ma cam. Tu fais pas juste Candide pour poser les bonnes questions. Non. Quel est ton système préféré dans tout FF? Alors moi, c'est celui de Final Fantasy X. Avec le sphérié et le système de combat au tour par tour. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez rare hein, finalement dans Final Fantasy. On est très vite arrivé à l'Active Time Battle, donc un système un peu actif où tu as des jauges de tours, enfin d'ordre qui vont se remplir. Et celui-là revenait justement à une conception un peu plus classique du jeu de rôle, mais qui fonctionnait extrêmement bien. C'est-à-dire que voilà, avec un simple système, avec des personnages qui avaient tous une faculté, qui étaient tous adaptés face à un profil d'ennemi et que tu pouvais interchanger comme ça, et du coup ça rendait le système hyper tactique. Et au-delà de ça, t'avais la personnalisation des compétences qui te permettait d'avoir des personnages que tu pouvais façonner, parce que tôt ou tard, donc c'est un système de sphérié, t'actives des points, contre des points, tu gagnes force plus 2, tu gagnes des sorts de magie. C'est celui qui a inventé ce système même. En plus, ouais. Et à partir d'un moment, personne ne l'a jamais fait mieux, pardon, excuse-moi. À partir d'un moment, le sphérié s'ouvre, c'est-à-dire que tu peux aller de n'importe quel point des sphériés, et c'est là où tu peux vraiment abuser du système, et c'est là que ça devient complètement pervers, parce que tu peux créer des gros bills, mais il faut un peu raisonner, et du coup ça donne quelque chose d'extrêmement plaisant, où tu fais des magiciens hyper puissants. C'est très tard dans l'aventure, parce que tout est extrêmement bien réglé, mais pour la fin, ils te permettent de faire un feu d'artifice avec tes magiciens, avec tes personnages physiques, et puis même le scénario. Ouais. Quoi qu'on en dise, même c'était déjà les prémices de la linéarité dans Final Fantasy, le scénario, je l'ai trouvé extrêmement efficace, avec un dilemme père-fils qui... je crois que... Toi aussi, t'as beaucoup parlé, et moi aussi, vraiment, c'était... Tu sais, oui, on parle de la bromance, mais ouais, Final Fantasy arrive à chaque fois, il y a une espèce de thème global, en général lié évidemment à la famille, et ouais, celui de Final Fantasy X fonctionnait à merveille. Écoute, c'est mon système préféré aussi, tu m'as économisé beaucoup de temps, tu l'as très bien expliqué. J'adore aussi celui de FF12 qui est assez révolutionnaire. Ouais, alors FF12 c'était un peu différent parce que c'est toi qui personnalisais les actions, ils appelaient ça les gambits, c'est-à-dire que tu trifouillais les algorithmes pour dire en gros voilà, si un ennemi a 60% de vie, tu utilises telle technique, si toi tu es en mauvaise posture, tu utilises les sorts de soins, etc. Et donc tu pouvais complètement paramétrer le système pour qu'il joue tout seul. C'était une sorte de MMO light où tu avais quand même une petite incidence et ça fonctionnait très bien parce que déjà c'était révolutionnaire techniquement pour l'époque. Et puis c'était très plaisant de farmer comme ça de façon un peu mécanique et hypnotique. Meilleur tu vois, FF12 je l'ai. Donc FF12 peut-être que je lui donnerai sa chance puisque il est sur mon étagère, j'ai le jeu. Et celui qui ressort en HD dans 3 mois. Ouais, non, moi j'ai déjà l'original, donc j'y jouerai en HD avec un émulateur si tu veux. Hein, c'est bon, j'ai le jeu original, j'ai le droit. Meilleure bande son. Meilleure bande son, FF6. FF6, ouais. Ouais, largement. Moi j'aime bien les thèmes de FF4, mais bon. Mais sinon, je pense que FF9, et pourtant c'est pas un FF que j'aime. Ah non, je l'aime pas du tout. Mais la musique d'FF9, je suis traumatisé par la musique Bataille, le remix des combats de FF9 avec la voix de Morsay. Ouais. Vous allez mettre un extrait, j'espère. Évidemment qu'on va le mettre. Exactement. Tu fais comme je fais pour Super CD Battle. Et alors là, mais je vais faire un distinguo. Meilleur Final Fantasy et aussi ton Final Fantasy de cœur, parce que parfois c'est pas le même. Bah si, malheureusement. Enfin, ah ouais, pour le débat, désolé de pas pouvoir l'appauvrir, mais les deux, c'est Final Fantasy 6. Ah ouais, c'est 6, ouais. C'est le dernier épisode sur Super Nintendo, c'est celui avec lequel j'ai découvert la série, un peu sur le tard hein, d'ailleurs, en émulateur. Et vraiment un jeu d'exception, parce que extrêmement bien rythmé. Toute la première partie est fabuleuse. Je pense que c'est le plus grand. Je suis d'accord. Tout ce qu'ils appellent le World of Balance est la partie de RPG la mieux écrite que j'ai jamais vue, parce que tu passes d'une troupe de personnages à l'autre sans jamais sans te lasser, ça va à toute vitesse, une intrigue hyper cohérente alors que tu la suis de plusieurs points de vue différents. Alors peut-être que la suite, on en parlait un peu avant l'enregistrement Quicks, tu me disais que toi c'est le côté moi, le World of Ruin m'avait saoulé, en fait. La première fois que j'ai essayé de faire un run sur FF6, arrivé au World of Ruin, au bout de 2-3 heures à tourner en rond, j'en ai eu marre et j'avais laissé tomber. Et depuis, donc, je me suis forcé à le refaire. Et c'est le seul Final Fantasy que j'ai terminé. Et c'est bien je la suis preuve. D'accord que c'est un grand jeu, mais ouais, le World of Ruin, j'ai vraiment eu du mal. Tu sais que Final 7 est très valable aussi. Tu peux...
Ouais. Ah, ouais, bah le 7 a ce côté légendaire, évidemment. J'en entends tellement parler à droite et à gauche que je finirai peut-être par le faire un jour, mais je le ferai certainement sur Vita. Ah bah écoute, ouais, c'est peut-être le remake action RPG par l'ancien. Ça, j'y crois pas trop. Alors, pour moi, le meilleur Final Fantasy, c'est le 10, pour toutes les raisons que t'as dit, et aussi parce que je pense que c'est le meilleur à faire le lien entre univers folklore, Final Fantasy, monde moderne, j'entends console moderne, et le système de combat qui est très proche d'un Tactics RPG, il a été fait par le mec qui a fait Front Mission, le système de combat. Donc moi dans ma tête j'imagine que c'est des robots et ça se passe très bien. Et en même temps l'histoire est très touchante, c'est quand même l'histoire d'un mec en lutte avec un père un père mystique quoi. Et c'est vraiment c'est très bien écrit, c'est très au-dessus de ce qu'on a l'habitude de voir en termes d'écriture même de Final Fantasy, c'est vraiment très exigeant et on oublie 10-2 que je n'aime pas. Mais pour moi mon Final Fantasy de cœur c'est Final Fantasy 4 qui est mon premier RPG. Ah oui. Qui est mon premier plutôt Final Fantasy. Et pourquoi? Parce que je trouve que c'est le plus shonen. Il va tout droit, t'as une histoire, et les personnages, bah, il y en a qui meurent, il y en a qui reviennent. Ah oui, puis ils meurent à l'ancienne, quoi. C'est vrai que là, c'est Senseiya, c'est celui qui est le plus proche de l'esprit que je qualifierais de shonen des dessins animés qu'on regardait quand on était petit. C'est le plus Dragon Ball Z, c'est le plus Chevalier du Zodiac. C'est le plus, il a vraiment la fibre de son temps, c'est-à-dire celui de début des années 90. Et à chaque fois que je le fais, je suis halluciné par l'espèce de simplicité et d'impact. Final 6 n'a pas ça. Pas de temps là. C'est sûr que les cutscenes, ton personnage, une cutscene, c'est réglé. Ouais, ça va à toute verrure. Et d'ailleurs, au Japon, il a beaucoup plus d'aficionados que le 6. Ouais. Autant le 6, c'est un phénomène assez occidental avec les US et ensuite l'Europe qui l'ont connu. Un peu comme Symphony of the Night. Ouais. Alors qu'au Japon, vraiment, c'est le 4, le 10 et le 7 qui ressortent à chaque fois de... Alors que c'est le 8 le plus vendu de tous les temps. Ouais, le 8, Personne n'a parlé du 8. Le 4 était pas sorti en Occident, si je ne m'abuse, avant la version DS. Si, Final Fantasy 2, c'est Final Fantasy 4. Ouais. Ah, le FF2 américain, c'est le 4. Ouais, ok, autant pour moi, c'est le 5 qui était pas sorti. Alors, voilà, bah écoute, par ta question, maintenant tu as expliqué un des plus grands problèmes de cette série en Occident, c'est que finalement pendant des années il n'y a pas eu de Final Fantasy et tout d'un coup hop on est passé au 7. Ouais. Même en Europe il n'y en a pas eu un seul avant le 7, autant aux États-Unis ils en ont eu un peu mais nous que dalle quoi. C'est clair. Et c'était pire avec Dragon Quest C'est clair. Oh oui. Ouais. Il a fallu attendre Dragon Quest 8, c'était en 2006 en Europe pour avoir droit à Dragon Quest. Et encore, il n'y avait pas de numéro. Il n'y a pas eu les remakes DS avant du 4 et du 5 Non. Le premier c'était après le 8. L'Odyssée du Roi Maudit, à tel point qu'ils avaient enlevé le 8. Tu sais, il avait play Dragon Quest l'Odyssée du Roi Maudit. Ah bah, tu vois, alors c'est possible. Lui aussi, il est sur mon étagère, mais je suis en train de refinir le 4 d'abord. Donc. Ton étagère, c'est The Place to Be de Los Angeles. Ouais, puis ma liste Steam aussi. Ouais. Bon, bah écoute, je pense qu'on a bien couvert Final Fantasy. On va passer à la suite. Le bois ne rend pas les coups. After Eight est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Et honneur aux invités. Pouillot, c'est à toi de balancer tes recos. Ah ouais, carrément. ouais. Eh ben, écoute, côté musique, peut-être, ouais, pour une fois. Alors, tu sais qu'on, la rédac de Gamecult, le jeu, c'est quand même de trouver les musiques les plus pourraves. Voilà, on se fait tailler parce qu'on a rendu hommage à Pierre Bachelet pendant 10 ans, parce qu'on connaît l'intégrale de Franck Michael. Voilà, donc on nous taxe souvent de ne pas être vraiment des mélomanes. Et c'est faux. Enfin, en tout cas, moi je prône l'éclectisme musical. C'est Michael me suffisait déjà. Je prône l'éclectisme musical et c'est vrai qu'en cette fin d'année, il y a quand même pas mal d'albums qui sortent. Il y a eu Metallica, bon. C'était pas forcément extraordinaire, mais ça fait le taf. Dernièrement, il y a eu Justice. Je sais pas si tu l'as écouté, Daniel. Je sais pas si. Non, je sais pas écouté. Pas encore. J'ai avec les musiques de Final 15 dans ta tête. Peut-être pas très Spotify. Oui, c'est vrai. Ouais. Moi, voilà. Je suis pas très Justice en fait. J'ai jamais vraiment accroché à Justice. Je sais pas pourquoi. Ah bah le premier album était ouf, vraiment. Ouais, mais je devrais être client pourtant. Hein, mais il y a vraiment un truc qui me gêne avec eux. Je sais pas. Je saurais pas mettre le doigt dessus. Non, je te sens plus Team M83. Ouais, qu'on va voir demain d'ailleurs. Ouais. Ouais. En VIP, faut le dire. C'est un intime. Vous lui ferez une bise de ma part. Ça marche. Et donc le vendredi dernier sont sortis 2 albums un petit peu dans le même genre. Tu sais, Daniel, moi j'aime tout ce qui est un petit peu dansant. Un petit peu dance floor. Ouais, un petit peu dance floor. Parce que Pouillot, il faut le dire, c'est mon péché mignon. A des très beaux moves sur une piste de danse. Ouais, bien sûr. C'est un emballeur de problèmes.
Bon, et donc il y a le dernier album de The Weeknd qui est sorti, donc The Weeknd, artiste de Toronto ou Canada, enfin voilà, qui a vraiment été propulsé avec malheureusement 50 Shades of Grey, mais aussi par un tube signé Max Martin. Et Max Martin, c'est un petit peu notre idole à Daniel et à moi. C'est vrai. C'est le producteur magique. Le plus grand producteur suédois de tous les temps, qui fait que des hits, en veux-tu en voilà, qui a vraiment une recette qui fonctionne. Baby One More Time, c'est lui, mais au-delà de ça, il sait quand même trouver les mélodies qui sont percutantes. Et il s'associe non pas qu'avec des... c'était lui. Ace of Base, c'était lui. Ouais. La Suède. Katy Perry aussi, on peut pas dire que Katy Perry, même si c'est un peu affreux, en tout cas c'est très efficace. Et donc voilà, On avait dit pas le physique, Pouillot. Non, c'est magnifique, Katy Perry, sinon. Mais voilà, donc The Weeknd, c'est vraiment un album qui s'appelle Starboy, avec deux collaborations de Daft Punk d'ailleurs dessus. Et il y a quand même des tubes qui ressortent. Voilà, c'est vraiment un super album. Et surtout, côté français, il y a un artiste qui s'appelle Mom, qui a connu un gros succès avec Aloha cet été. Et je trouve ça aussi extrêmement bon, extrêmement dansant aussi. Alors je ne connais pas, est-ce que tu peux nous la chanter? Ah non, pas vraiment. Mais en tout cas, on mettra le lien sur le site. En tout cas, un album qui s'appelle Panorama, et que je trouve là aussi extrêmement percutant et qui me fait toutes mes soirées en ce moment. Et écoute, très bien. Ouais. C'est super. À toi, Benjamin. Je vais enchaîner, voilà. On va rester dans la musique avec avec Wakrat. Dis pas de mal d'Alain Souchon, t'as des fans. Mais j'aime Alain Souchon. L'album live vient de sortir. Daniel. Ah putain. Ouf. Va falloir que j'écoute ça. Wakrat donc. Wakrat, c'est le nouveau groupe de Tim Comerford, ci-devant bassiste de Rage Against the Machine, excusez du peu. Un groupe qu'il a formé avec deux petits gars qu'il a rencontrés a priori à Los Angeles en faisant du vélo avec eux, et il a accidentellement appris qu'ils étaient aussi musiciens. Et c'est deux Français en plus, donc ce qui est assez intéressant. Mathias Wakrat et Laurent Grandjean, et ils ont décidé de faire un groupe. Et alors évidemment, c'est des textes toujours un peu énervés, toujours un peu engagés. C'est du punk. Ça n'est pas le même genre que Rage Against the Machine. Je préfère prévenir tout de suite les gens qui s'attendraient à retrouver le même type de musique avec des paroles un peu rappées. Non, là c'est vraiment beaucoup plus orienté punk. On va pas non plus trop se cacher que les paroles n'ont pas la même puissance, la même profondeur que les lyrics de Zach de la Roca. C'est quand même pas la même chose, mais ça reste très très efficace dans son genre, puisque de toute façon ça n'a jamais essayé d'être la même chose. Là ça se veut beaucoup plus punk, beaucoup plus punchy, vraiment et tout ce qui ça vise l'efficacité en fait en priorité. Et ça te fait remuer la tête en concert, et c'est très très bien. Et oui, je les ai vus la semaine dernière en concert, c'est pour ça que je les recommande. L'album est sorti la semaine dernière, donc il est dans toutes les bonnes crèmeries, il est sur Spotify aussi, et c'est assez plaisant à écouter quand on est dans une période où on a besoin un peu de plaisir cathartique dont on parlait déjà tout à l'heure. Donc Wakrat, ça fait pas de mal par où ça passe, surtout en ce moment. J'ai fini, à toi Daniel. Écoutez, permettez-moi de pas être musical. Et je vais recommander James Bond 007, le premier volume, et qui s'appelle Vargar, V-A-R-G-R, donc voilà. Et c'est Vargar, c'est un comics de Warren Ellis. Donc Warren Ellis, qui est un mec très connu dans le monde du comics, qui a fait tellement Next Wave, qui est vraiment fabuleux. Et vraiment, Warren Ellis, c'est un mec qui a toujours de super idées. Et là, le but pour lui, c'est de faire un comics James Bond, et de le faire complètement cohérent, comme si c'était un James Bond d'aujourd'hui, mais comment dire, avec une histoire qui pourrait être plausible s'il y avait un nouveau film basé là-dessus. Et en même temps, il se fait un peu quartier libre, il fait un peu ce qu'il veut. Ça se passe en Hongrie. Et ce qui est génial, c'est qu'il fait une espèce de mix entre le James Bond d'avant, c'est-à-dire il ressemble, son James Bond à lui, il ressemble vraiment à Archer. Mais en même temps, Moneypenny, c'est celle de Skyfall, c'est-à-dire, c'est pas l'ancienne Moneypenny des anciens films. Et le bouquin est plein de références cachées à James Bond pour quelqu'un qui est un fondu comme moi. Vous le savez peut-être si vous écoutez Super Ciné Battle. Je suis un fou furieux de James Bond. Il y a plein de gags, de clins d'œil
que vraiment, si vous êtes un vrai puriste, vous pouvez comprendre. C'est absolument génial. Il deliver en termes de tout ce que tu veux t'attendre d'un film de James Bond. C'est-à-dire, il y a du Q, il y a du M, il y a du Moneypenny. Et en même temps, c'est très très violent. Je crois que le début, tu sais ce qu'on appelle le cold open, cette séquence qui n'a rien à voir avant la séquence générique, où il utilise une pelle pour briser les doigts d'un gars, et puis ensuite il lui fout un parpaing dans la gueule. C'est très très violent. Et voilà, je vous recommande ça, c'est James Bond 007, c'est complètement validé, c'est sorti ici Dynamite aux États-Unis et ça vient de sortir en France, publié chez Delcourt. Donc voilà, et je sais que bientôt il y a Noël qui arrive et je suis sûr que les gens de bon goût aiment James Bond, donc ils aimeront bien ça. Mais ça reste accessible aux gens qui ne relèveront pas toutes les références, rassure-moi. Alors, évidemment, même à la rigueur, vraiment, genre, si tu les gaules, c'est vraiment que t'es un bon, je pourrais t'en raconter 2-3, mais c'est du niveau, il faut avoir fouillé les Wikipédia, lu des bouquins et YouTube, tu vois. Écoute, sache que je suis aussi en train de me refaire tous les James Bond, donc t'en es à quel film là? Attends, le dernier que j'ai vu, c'était merde. Putain, on en avait parlé en plus. Thunderball? Ouais, c'est celui-là. Opération Tonnerre. Thunderball, que j'ai pas trouvé génial. Pourtant, tu sais quoi, c'est le James Bond de ça passe ou ça casse. Hein. Ouais. C'est genre, si t'arrives à supporter celui-là, tu pourras supporter tous les autres. Ouais, je sais. Et en plus, ils l'ont remaké avec Jamais plus jamais ensuite. Donc c'est celui-là qui est Jamais plus jamais, mais dont l'histoire a aussi servi pour l'espion qui m'aimait. Je crois que c'est la même. Non, pas pour l'espion. Si, c'est l'espion qui m'aimait. C'est à peu près la même histoire. Ouais. Enfin donc, bref, je suis en plein marathon James Bond, donc le comic, je le note dans un coin de mon esprit. C'est vraiment c'est de la bonne gamme. C'est la fin du 26e épisode d'After Eight. Pouillot, c'est la tradition. Où peut-on te retrouver sur Internet ? Eh bien, dans le Kamui Multiverse podcast. À part ici aujourd'hui. Voilà. Sur Twitter, tu es ? Sur Gamecult. Sur Twitter, je suis @PouillotGK. Exactement. Voilà. Et sur Gamecult. Et sur Gamecult, on fait plein d'émissions hebdomadaires, notamment Gaijin Dash. Et Gaijin Dash mensuel avec, évidemment, toi, Daniel, et puis Greg, un autre fondu de Final Fantasy. C'est notre team de 3, ouais. Et Quix, toi, où peut-on te capter ? Moi, je suis toujours sur Twitter, KWYXZ. Je suis sur les forums de GK. Et puis sur Gaming Scene 9 où j'ai pas écrit depuis un moment. Et puis je pense que je vais écrire grand chose. Mais bon, bref. Daniel, à toi. Eh ben écoute, Twitter, Kamui Robotics, KAMUI-ROBOTICS. Vous pouvez me retrouver donc sur Gamecult où j'ai peut-être un article qui va être publié dans pas très longtemps. J'ai aussi je fais la review aussi de FF mais sur Pixel Le Monde. Et puis sinon vous pouvez me retrouver en plus d'After Eight sur Super Ciné Battle. C'est la première fois qu'on n'a pas enregistré le Super Ciné Battle directement après la diffusion du précédent. Donc on est un peu impatient avec papa. Qu'est-ce qui se passe ? Il est en vacances, papa ? Non, je lui ai dit écoute, ça va être une semaine compliquée. Donc mais on espère assurer quand même un épisode du Robotics Podcast Universe, un épisode par semaine. Notre phrase rituelle, c'est que vous pouvez nous retrouver sur le site after8.fr où on met les liens de tous les trucs dont on parle en général. Voilà. On est aussi sur iTunes et sur YouTube où on est content parce qu'il y a quand même des gens qui nous regardent sur YouTube alors que le gros du public c'est quand même iTunes ou les différents provider de podcasts. Ou le RSS, voilà. Voilà, le RSS. Moi, tu utilises quoi chez toi ? Moi, je passe par iTunes parce que j'ai un iPhone, mais le RSS fonctionne parfaitement pour tous les gens qui sont sous Android. Moi, j'utilise Pocket Cast, qui est vraiment super. Et puis iTunes, iTunes sur Google Play Music pour les gens qui sont en Amérique du Nord. Nos 3 auditeurs en Amérique du Nord apprécieront. On vous fait des brofistes. Et puis à ce moment où vous pouvez nous mettre des étoiles. Des étoiles sur iTunes, des pouces en l'air sur YouTube. Oui, c'est vrai qu'on peut mettre aussi des pouces en l'air sur YouTube. Et tout ça aide à faire en sorte que le show se fasse connaître. Mais ça c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que vous en parliez autour de vous. C'est bientôt les fêtes. Prenez un pote et vous êtes en bagnole. Vous êtes bien. C'est un moment de bromance. Vous êtes avec votre copine ou vous êtes en voiture, mettez After Eight dans l'autoradio
Voilà. Vous êtes conducteur de métro, mettez After Eight dans les wagons. Voilà, c'est ça. C'est le meilleur moyen qu'on se fasse connaître. Ah, il faut que je le dise. On a eu des médias qui ont parlé de nous. Et le dernier en date. Alors on a eu Super Ciné Battle s'est fait mentionner dans le burger du mois, hosté par mes potes Joe Hume et Nico Pratt, donc on les remercie. Très chouette émission d'ailleurs qu'on salue. C'est vraiment, qui aurait pu être une recommandation d'ailleurs. C'est une très bonne reco. On va les mettre en lien. Il parle de pop culture. Si vous aimez After Eight, vous aimerez le burger du mois. Allez-y, c'est de la bonne. Ouais, je pense que c'est. Oui, en plus il y a une interview de Metallica là, à un moment donné. Ouais, non, c'est un très bonne émission complémentaire. Et le truc, c'est que on est dans les recommandations podcast de Elle. De L.fr et ouais. Wow, ouais. Attention. Et ouais, non, mais moi ça me fait touche parce que c'est un journal que lisait ma maman, tu vois, et oui. ça me touche de dans le journal. Bien sûr. Et ouais, donc on est sur L.fr, on est recommandé dans les podcasts à écouter. Et ça fait plaisir parce que surtout quand on voit les articles qui passent et qui parlent pas du tout de toi, mais même pas du tout de genre Radio Kawa, ils sont ulcérés à chaque fois, ils disent putain mais on parle jamais de nous. Et je les comprends en fait. Maintenant je les comprends. C'est que dès que t'es podcast indépendant, pour avoir l'attention des grands médias, c'est un peu compliqué. Voilà. Bah donc ouais, quand tu fais pas partie des réseaux, c'est plus dur en fait. Bah, c'est pas des réseaux, mais c'est que dès que t'es pas un gros, dès que tu joues pas dans la cour des grands. Voilà. Après, donc, je pense que ça peut se décanter assez vite, hein, Daniel. Enfin, moi, je vois autour de moi beaucoup de gens parlent d'After Eight. Bon, après, c'est des gens qui te connaissent un petit peu, mais voilà, je pense que. Tu veux dire autour de toi dans les 59 dernières minutes, ça a beaucoup parlé d'After Eight. Non, mais comme disaient les L5, une étincelle et. Tu vois, Pouillot adore la musique. Ouais, c'est un mélomane, il l'a prouvé. Bon bah écoutez, on vous dit à bientôt pour notre prochain épisode. Bientôt c'est la période des fins d'année, donc on y pense. Il y aura peut-être des émissions spéciales, n'est-ce pas Quix, si t'es chaud. Ouais, alors je sais pas si ça veut dire qu'il faut que je revienne en France exprès pour faire des émissions spéciales, mais non, mais par exemple une émission spéciale avec papa qui vient et on va discuter, mais ça, oui, et on va dire du mal, voilà. Mais c'est toujours plaisir quand papa est de passage. Et puis Pouillot, si tu veux revenir, n'hésite pas. Hein, maintenant tu connais la maison. Voilà. Avec grand plaisir. On vous dit à bientôt pour notre prochain épisode. On vous embrasse. À bientôt. Bye bye. Bisous, salut. Allez, on passe au sujet du jour avec notre invité. On parle de Final Fantasy XIV. Pas très léger pour le coup. Le sujet, hein, pas l'invité. T'es bête. Je sais pas jusqu'où tu le garderas.